quand on gère une entreprise en Israël, il y a un sujet incontournable, la fiscalité. Et la clé, pour bien s'en sortir, c'est de comprendre une notion absolument centrale, les dépenses déductibles. Alors voyons ensemble, de manière très concrète, comment on peut optimiser ses impôts. C'est la grande question que tout entrepreneur se pose. Comment faire pour, en toute légalité bien sûr, alléger un peu la charge fiscale? Eh bien, ce n'est pas une formule magique, c'est plutôt un mécanisme, une logique à acquérir. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La solution, elle tient en deux mots. C'est le cœur du réacteur, si vous voulez. Les dépenses reconnues. Une fois qu'on a vraiment saisi ce que ça veut dire, on détient la clé pour une gestion fiscale beaucoup plus intelligente. Bon, par où est-ce qu'on commence ? Avant de se jeter sur une liste de dépenses, il est absolument crucial de comprendre les règles du jeu. On va donc poser les bases, les principes fondamentaux qui décident si une dépense passe ou pas. Alors c'est quoi au juste une dépense reconnue? La définition officielle est assez simple en fait. C'est une dépense qui est jugée nécessaire pour produire un revenu. En d'autres termes, si la dépense aide l'entreprise à gagner l'argent, alors elle a de grandes chances d'être reconnue. Ensuite, il faut bien faire la différence entre deux grandes familles de dépenses. D'un côté, on a les dépenses courantes. Pensez aux fournitures du bureau, par exemple. Celles-là, on les déduit tout de suite, dans l'année. De l'autre côté, il y a les dépenses en capital, comme l'achat d'un ordinateur. Ça, c'est vu comme un investissement qui va durer. Du coup, on n'en déduit pas le coût d'un coup, on l'étale sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Et c'est là que ça devient un peu plus subtil. Certaines dépenses, même si elles sont bien liées à l'activité, ne sont reconnues qu'en partie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont souvent un double usage, pro et perso. Prenons deux exemples que tout le monde connaît. Pour les frais de voiture, le fisc considère d'office que 45% de l'usage est professionnel et donc déductible. Pour le téléphone portable, ce forfait est de 50%. Ce sont des pourcentages fixes, c'est bon à savoir. Pour que le tableau soit complet, gardons en tête 4 autres règles d'or. Primo, pour une dépense mixte, il faut que la part pro soit bien identifiable. Secondo, les amendes ou les pénalités, ça ne passe jamais. Logique, ça n'aide pas à générer du revenu. Tertio, pour la plupart des indépendants, une dépense n'est comptabilisée que si elle a été effectivement payée dans l'année. Et enfin, attention aux dépenses qui pourraient paraître excessives, l'administration fiscale a son mot à dire là-dessus. Allez, on passe à un autre gros morceau, la TVA. Savoir récupérer la TVA sur ses achats, c'est une autre façon très directe de réduire ses coûts. Voyons un peu comment ça marche. Juste pour rappel, le taux de TVA standard en Israël est de 17%. C'est donc ce montant-là qu'on essaye de récupérer sur nos factures d'achat. Alors, pour récupérer cette TVA, il y a une sorte de checklist à suivre, 6 points à valider. Est-ce que c'est une vraie facture fiscale? Est-ce qu'elle est bien au nom de l'entreprise? Et la question la plus importante, quel est l'usage principal de l'achat? C'est un processus assez rigoureux, il faut cocher toutes les cases. Et justement, pour ces fameux articles à usage mixte, la voiture, le téléphone, le critère décisif, c'est cette notion d'usage principal. C'est ça qui va déterminer combien de TVA on peut récupérer. Et ça se traduit par des chiffres très précis. Si l'usage principal est professionnel, on peut récupérer les 2/3 de la TVA. Par contre, si l'usage principal est plutôt privé, on ne peut en récupérer qu'un quart. On voit bien que la différence est énorme. Bon, maintenant qu'on a vu les grands principes, passons à des cas pratiques. Mettons tout ça en application avec des exemples de dépenses qu'on rencontre tous les jours dans la vie d'une entreprise. On a parlé de l'amortissement tout à l'heure, eh bien voici quelques taux officiels. Le matériel informatique, par exemple, s'amortit très vite, 33% par an. Le mobilier de bureau, en revanche, c'est beaucoup plus lent, seulement 6%. Chaque type d'actif a son propre rythme d'amortissement, fixé par la loi. Ah, le travail à domicile, un sujet qui concerne de plus en plus de monde. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, ça ouvre le droit de déduire une partie de ses frais domestiques. On peut par exemple déduire une partie de son loyer, de ses factures d'électricité, de la taxe municipale, l'Arnona, et même des frais de peinture ou de réparation. Le mot magique ici, c'est proportionnel. Il faut calculer de manière juste et défendable la part de ces frais qui correspond à l'usage professionnel. Maintenant, on va s'attaquer à des cas un peu plus pointus, ceux qui sèment souvent le doute. C'est le moment de décoder quelques situations un peu complexes. C'est la question piège par excellence. Un beau resto avec un partenaire ou un client, est-ce que ça passe en dépenses pro? C'est un cas d'école parfait pour voir à quel point les règles peuvent être strictes. La réponse est non, en principe. Sauf si, et seulement si, l'objectif est 100% professionnel et démontrable. Un déjeuner de travail pour négocier avec un fournisseur, oui, ça peut passer. Un dîner avec un ami où on parle aussi business, là, c'est non. L'intention et le contexte sont vraiment primordiaux.
Le cas du site internet est aussi super intéressant. Si c'est un site vitrine ou de e-commerce, c'est considéré comme une dépense publicitaire. Donc, on peut déduire le coût immédiatement. Mais si c'est un site à usage interne, un outil de travail, là, ça devient un actif qu'il faut amortir. La fonction du site change complètement son traitement fiscal. Et pour finir, un petit pense-bête de quelques déductions qu'on a tendance à oublier, les formations professionnelles qui vous permettent de rester à niveau, les cotisations à des plans d'épargne comme le Keren Ishtamlout, les voyages d'affaires bien sûr à condition de pouvoir les justifier, ou même les abonnements à des revues professionnelles. Au final, la logique est vraiment implacable. Plus on arrive à identifier et à justifier de dépenses reconnues, plus le bénéfice sur lequel on est imposé diminue. Et qui dit moins de bénéfices imposables dit moins d'impôts et de cotisations sociales à payer. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, une question qui pousse à l'action. Maintenant, avec ces informations en main, quelles dépenses pourraient être planifiées intelligemment d'ici la fin de l'année ? C'est une petite réflexion stratégique qui peut faire une vraie différence sur le bilan.